Donc au niveau des organisateurs que vous puissiez nous identifier, donc côté eau, on a les pôles Aquavalais et Aqua-Entreprises, donc avec Simon Olivier, Mylène H et Simon Nardin. Côté énergie, donc c'est les pôles Derby et Cap Énergie, avec, Lucas Faré et Léna, qui est par ici normalement, Léna Marié et Ah, ça, je remplace Lucas. voilà, et Morgane, Ancus. Et ensuite côté donc, cette fois-ci agriculture, on a le pôle Innovalliance avec, Ghislaine Da Silva et Paul-Emmanuel Pin. Non, pas du tout, rien à voir. Et Sandrine Lopistrel, pardon. Voilà. Et côté Agressores Innovation, donc c'est moi, Julie Lefrère, qui chapeaute le webinaire. Donc si vous avez des questions, après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter, bien évidemment. Au niveau du contexte, donc c'est pareil, une série de webinaires, donc vous aurez trois webinaires qui vont se succéder, donc un au second semestre 2024 et le dernier aura lieu plutôt en début d'année 2025. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier opus qui s'intitule «Mieux piloter pour mieux consommer» et ensuite on traitera plutôt, l'utilisation de ressources alternatives et ensuite comment est-ce qu'on peut valoriser les ressources en eau et énergie. Donc au programme pour ce webinaire, on va d'abord poser un peu le contexte et les enjeux autour de la gestion de ces ressources-là. Pourquoi est-ce qu'on organise ces webinaires concrètement aujourd'hui? Ensuite, on va avoir un retour d'expérience avec le témoignage de 4 adhérents de nos pôles. Donc on va d'abord avoir HSTI France qui va nous parler donc de sondes capacitives pour le pilotage de l'irrigation, donc plutôt la gestion quantitative de l'eau. Oceido qui va nous proposer donc une solution biomimétique de traitement d'eau pour l'irrigation des cultures, donc plutôt autour de la gestion qualitative aussi de l'eau. Et enfin, on parlera d'agrivoltaïsme avec Ombrea et Cesa Analytics. On aura un temps d'échange et ensuite, on vous présentera à l'épaule les appels à projets sur lesquels vous pouvez vous positionner pour, mener des projets d'innovation dans le thème de l'énergie et de l'eau et on vous présentera aussi quelques projets européens sur le sujet qui peuvent vous intéresser, pour la veille aussi et pour faire des visites ou ce genre de choses. Et donc je laisse la main à Morgane, normalement. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Donc moi, je vais faire un petit point d'actualité au niveau de la consommation de l'énergie. Donc un petit graphique qui explique que par rapport à 2019, la consommation brute de l'énergie pour le secteur de l'industrie, donc tout secteur confondu, a subi une baisse de 9% et atteint son plus bas à cause de la crise sanitaire. Et l'évolution de la consommation énergétique est cependant très différente selon les secteurs, comme on le voit à l'écran. Par exemple, d'un côté, l'industrie pharmaceutique est le seul secteur dont la consommation augmente à cause de la hausse d'activité, forcément. Et alors que les consommations au niveau de l'agroalimentaire et, par exemple, la fabrication d'équipements baissent légèrement. Et au niveau du secteur de la chimie et de la métallurgie, là, on a une grosse chute. Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons. En 2020, l'électricité et le gaz naturel représentent 71% de la consommation d'énergie totale, avec une part du gaz naturel qui continue d'augmenter et qui s'explique par deux facteurs. Un, parce que les établissements utilisent davantage de gaz depuis 5 ans, et notamment sur les deux secteurs que j'ai cités plus haut, la chimie et l'agroalimentaire, qui l'utilisent de plus en plus. Et la deuxième raison, c'est parce que le prix de toutes les énergies baisse, à l'exception de l'électricité, qui ne fait que d'augmenter, voilà, depuis au moins 4 ans. C'est pour ça que dans les témoignages qui suivent, on va vous présenter des solutions qui peuvent voilà, aider les secteurs au niveau des consommations d'énergie. Et je pense que le prochain point d'actualité fera un focus sur l'eau. C'est ça. Pour moi. Voilà, donc pourquoi ces webinaires eau et énergie, donc là sur le focus pour contextualiser l'eau au cœur des usages agricoles, je vous ai remis quelques chiffres. Donc la consommation de l'eau par l'agriculture en France qui est de l'ordre de 58%. Et 6,8% des surfaces agricoles en France sont irriguées, ce qui représente 1,8 million d'hectares. Et je me suis permis de mettre deux types de cultures qui font partie de celles qui représentent le plus de surfaces irriguées. Donc le maïs, qui représente 33% des surfaces irriguées, et puis les légumes et fruits, 12%. C'est ce qui est important de regarder, et puis ce qui introduit notre sujet avec les prochains intervenants,
c'est l'augmentation des surfaces irrigables et de l'irrigation de manière générale. Entre 2010 et 2020, on a eu plus 23% des surfaces irrigables, donc c'est-à-dire les surfaces qui sont équipées d'un système d'irrigation, et puis plus 13% des prélèvements pour l'irrigation. Et alors avec un petit focus sur l'Occitanie et la région sud, la vigne notamment, donc qui ne représente pas beaucoup en termes de volume d'eau consommée pour l'irrigation, mais qui a quand même beaucoup augmenté, passant de 29 000 hectares à 69 000 hectares entre 2010 et 2020. Alors, économiser l'eau en agriculture, c'est aussi un peu le sujet de ce webinaire. Il y a différents moyens. Ça peut être d'avoir des ressources alternatives, notamment avec la reuse. Donc, il y a un corpus réglementaire qui s'est étoffé là, ces derniers mois et années. L'agroécologie et les changements de pratiques, cultiver différemment et cultiver d'autres choses que ce qui est fait actuellement. Et puis l'irrigation optimisée, qui, vous allez le voir dans les prochaines interventions, donc qui est aussi un levier important pour diminuer l'usage de l'eau dans le milieu agricole. Ok. Merci à tous les deux du coup pour cette remise en contexte. Donc maintenant, je vais laisser la main aux intervenants. Alors, c'est moi qui vais partager votre présentation, donc n'hésitez pas à me dire si jamais je ne change pas les diapos au bon moment suivant ou à me faire un petit signe de la main et je changerai. Voilà. Et du coup, c'est d'abord HSTI France qui va prendre la parole, donc avec France 60 Livres et Paul Vendôme. Et je vous laisse la main du coup. Et bonjour, donc merci Julie de nous avoir présenté. Donc Paul Vendôme qui est docteur en sciences du sol et moi-même ingénieur agronome. Donc on représente l'équipe d'HSTI aujourd'hui. On vous remercie au niveau des pôles d'avoir organisé cette réunion qui nous permet justement de vous expliquer un peu mieux ce qu'on fait, la démarche de l'entreprise et surtout notre produit qui s'appelle HydraScout, qui est la sonde capacitive dont on va vous parler. On peut passer, Julie. Voilà, donc rapidement, donc on va faire un panorama assez général. On ne va pas rentrer trop dans les détails pour vous dire qui on est. On est une société qui est basée au Technopole d'Aix-en-Provence, dans la pépinière Cleantech. C'est une société qui a été créée à HSTI France en 2021, qui est composée d'actionnaires français, 4 actionnaires de nationalité française. Et on conçoit et on fabrique dans notre atelier de fabrication qui a été relocalisé cette année à Aix-en-Provence, ces sondes capacitive HydraScout dont vous avez la photo devant vous et dont on va vous expliquer le fonctionnement et dont on a déjà décliné près de 10 000 exemplaires dans le monde, dans différentes régions, notamment aux États-Unis, en Europe, et de plus en plus, le champ s'élargit. On peut passer à la diapo suivante. En quelques mots, qu'est-ce que c'est une sonde HydraScout? Donc, c'est un appareil de mesure physique qui s'implante dans le sol, donc dans une parcelle agricole ou dans une parcelle urbaine pour les déclinaisons de sondes plus courtes qui vont servir dans des environnements plus contraints où le sol est moindre. Cet appareil de mesure donc, est constitué de capteurs qui envoient un signal électrique dans le sol, donc une onde électromagnétique, qui va couvrir un large volume de terre autour de la sonde, équivalent globalement d'un ballon de volée, 1310 cm3, et qui, toutes les 15 minutes, va remonter cette information qui va permettre donc de traduire le pourcentage d'humidité volumique de la zone de sol autour du capteur. La particularité d'HydraScout, c'est une sonde multicapteur à profil. Donc, elle s'installe sur un profil de sol et on peut agencer, nous, à la demande, des capteurs où on veut dans le sol, avoir une longueur qui se décline aussi en fonction des types de végétaux qu'on veut suivre. Donc, c'est tout à fait modulable et polyvalent. Ces mesures, ensuite, on les nettoie, c'est-à-dire qu'elles sont compensées en fonction de la température du sol pour être précises. Et ensuite, on les calibre également en fonction de la nature du sol, que ce soit un sol sableux, un sol argileux, un sol limoneux. Et à nouveau, on affine la donnée pour avoir quelque chose de vraiment significatif et qui nous permette quasiment de faire un jumeau numérique du sol
de façon à traduire bien les phénomènes physiques de l'eau dans cette parcelle, à cet endroit. Et finalement, pourquoi on fait ça? Pour avoir des données qui sont utilisées pour l'aide à la décision en irrigation ou dans d'autres domaines de suivi, le suivi expérimental, arrosage urbain, décision d'agrivoltaïsme, foresterie, etc. Donc globalement, on a une solution qui est en plusieurs éléments. La sonde dont je viens de parler, qui s'implante donc au droit de la zone racinaire du végétal qu'on veut suivre. Ensuite, des données brutes qui sont remontées sur une petite application qui est plutôt une brique métier en fait spécialisée, dont on va vous parler juste après, que Paul va vous exposer, qui s'appelle Eau du sol. Et ensuite, cette brique métier va raffiner les données, interpréter les données et les envoyer à l'agriculteur, que ça soit sur son ordi ou sur un téléphone, de façon à lui permettre de comprendre ce qui se passe dans cette parcelle et de prendre des bonnes décisions au niveau irrigation. Donc, typiquement, un outil d'aide à la décision pour l'exploitant ou pour l'utilisateur final. Paul, je vais te laisser expliquer un peu mieux ce qu'est Eau du sol. Ouais, bonjour à tous. Donc, l'idée là, c'était de vous présenter assez rapidement ce qu'on fait une fois qu'on a produit ces données et qu'on les a bien produites, qu'elles sont bien précises, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise pour mieux piloter notre irrigation ou la gestion de l'eau dans les sols. Donc là, c'est un petit survol rapide de notre brique métier Eau du sol. Donc, en fait, qui est une plateforme numérique qui concentre un peu notre expertise agronomique et hydraulique autour des flux d'eau dans le sol. Donc, je veux bien que tu passes à la prochaine slide, s'il te plaît, Julie. Donc, en fait, cette plateforme, elle nous permet d'adapter vraiment la mesure et l'aide à la décision au milieu dans lequel est installée la sonde. Donc, on s'adapte aux propriétés de sol de l'agriculteur. On permet de visualiser la position de la sonde et puis ensuite, on peut adapter, comme l'a dit François tout à l'heure, la profondeur des capteurs en fonction des horizons qu'on veut suivre. Et tout ça, en fait, on fait tourner nos modèles derrière et on calcule des seuils de gestion qui sont basés sur les caractéristiques locales. Donc, c'est vraiment une mesure qui est adaptée à l'environnement dans lequel la sonde est placée. Ensuite, on fait un gros boulot pour rendre plus accessible l'aide à la décision pour la gestion de l'eau, parce que des fois, c'est quelque chose qui est pas inné. On n'est pas tous capables d'analyser des courbes compliquées, etc. Et il faut amener cette nouvelle technologie auprès des usagers de l'eau. Et donc, on fait un boulot un peu de vulgarisation scientifique qui se traduit dans l'affichage de nos données. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est de l'affichage de l'humidité du sol en temps réel, de la température du sol, et puis le calcul d'indicateurs, comme par exemple le remplissage de la réserve utile. Donc, qui sont des indicateurs sur lesquels on travaille avec les usagers de l'eau qui travaillent avec nous. Donc, on travaille pour les rendre les plus accessibles, les plus visuels, les plus pratiques au quotidien, en fait, pour le pilotage de l'irrigation. Voilà, ensuite, évidemment, pour faire de l'analyse et du post-traitement, on affiche et on stocke aussi ces données. Donc ça, c'est des informations qui sont utiles pour nous, qui vont faire du big data, en fait, produire de la donnée pour permettre d'affiner des modèles, faire de la prévision, faire de la comparaison intersaison et interannuelle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait plutôt dans des projets de recherche ou même pour des usagers qui veulent comparer une année sèche comme 2022 avec une année plus humide comme celle qu'on a cette année, par exemple. Donc typiquement, pour juste conclure la petite phase d'explication sur Eau du sol, en fait, au départ, nous, on est fabricant de hardware, hein, donc on fabrique les sondes dont on vient de vous parler. Et en fait, on s'est aperçu que ce qui était important aussi, et à la demande de certains de nos distributeurs, c'est d'avoir une brique métier complémentaire qui permette de faire un certain accompagnement, on va dire un cran plus loin, pour faciliter l'adoption de ce type de matériel, qui est parfois un accompagnement qui peut être temporaire dans le temps, mais c'est vraiment de la vulgarisation et c'est de l'aide à l'adoption de ces technologies en agriculture. Là, on va vous présenter rapidement
Les résultats, par exemple, d'un pilotage d'irrigation avec ce type de matériel, c'est quelque chose qu'on a fait dans des vergers de Pink Lady dans l'Hérault, dans la région de Marcillargues, avec une parcelle témoin de 3 hectares qui était pilotée comme d'habitude par l'agriculteur, et une parcelle test qu'on a équipée de commandes d'ouverture-fermeture à distance des vannes et qu'on pilotait depuis Aix-en-Provence avec les résultats de nos sondes. On a donc eu une saison où de mi-juillet jusqu'à début septembre, on a piloté cette parcelle à distance et on a eu des résultats qui sont significatifs. Comment on l'a piloté? Nous, on utilisait les informations qui venaient de la partie souterraine, notamment on pilotait à partir des courbes à 60 cm sous la surface pour maintenir une présence d'eau qui était à la fois suffisante pour la plante, mais pas excédentaire. C'est souvent le cas en agriculture. On a à la fois des problèmes de sous-irrigation, mais aussi des problèmes de sur-irrigation qui ont chacun leur lot de problèmes associés. Et là, vous voyez qu'avec cette expérience, on a un impact significatif sur les volumes d'irrigation. Donc là, on est sur un webinaire eau énergie, c'est la partie eau. 22% de volume d'irrigation en moins sur cette expérimentation. Et sur la partie énergie, 95 heures de pompage économisées en 2 mois, avec des pompes qui sont quand même sur la partie agricole des équipements qui ont un impact sur la consommation d'énergie significatif pour l'agriculteur et qui pèsent dans sa balance, on va dire, économique. Donc également un impact sur cet aspect-là, tout en maintenant des objectifs de production qui ont été équivalents, voire supérieurs à celui de la parcelle témoin. Et donc au final, sur 1 hectare, en 2 mois, 764 mètres cubes d'eau économisés, ce qui est l'équivalent de quasiment 20 piscines classiques pour un particulier. Donc c'est Par hectare. Par hectare, hein, pour 1 hectare. Donc voilà, ça c'est des résultats qui sont tangibles et sur lesquels on a démarré un programme aussi avec la région PACA pour justement multiplier les cas d'usage dans des types d'agriculture différentes pour que les agriculteurs puissent se projeter sur des choses sur lesquelles ils se reconnaissent et accélérer l'adoption de ces technologies à l'avenir. Voilà. Le message, finalement, il est clair, c'est qu'on est sur des technologies qui sont nouvelles. On est sur quelque chose où, finalement, quand on regarde à son niveau personnel, chaque personne peut avoir vraiment de l'impact sur l'eau, sur l'énergie à son propre niveau. Ça, c'est vraiment notre croyance profonde, nous, dans l'équipe d'HSTI. C'est vraiment l'acte individuel qui permet de motiver, qui permet d'avancer sur l'envie de faire bouger les lignes. Et c'est vrai que dès qu'on commence à placer des appareils de mesure dans le sol, ben, on a une meilleure appréhension de ce qui se passe en profondeur sous ses pieds. On peut, grâce aux petits widgets de réserve utile, découper le sol en tranches et prendre de meilleures décisions sur est-ce que c'est le bon moment pour arroser, pour irriguer, est-ce que j'attends un peu, est-ce que je vais avoir dans mes prévisions météo peut-être une pluie dans 2 ou 3 jours qui me permet de différer. Et ben, on a tout de suite des impacts importants dont on est à titre individuel le moteur en tant qu'exploitant agricole ou en tant que pilote de projet, et sur lequel nous, on s'attache à rendre les choses simples, faciles à comprendre, faciles techniquement aussi à mettre en place en surmontant petit à petit tous les petits goulots d'étranglement techniques qu'on peut avoir sur les réseaux de communication, sur la façon d'implanter dans le sol ce type de matériel. Et on y travaille en continu pour continuer à être plus plug and play, plus facile à adopter, plus accessible aussi en prix et continuer ce mouvement de diffusion de notre travail et de nos produits. Voilà, donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. On a tous quelqu'un qu'on connaît, un proche dans l'agriculture, donc c'est quelque chose sur lequel on vous encourage à parler d'HSTI et à parler des sondes Hydrascout. Merci pour votre attention et merci beaucoup. Merci à tous les 2 pour cette présentation. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, je ne sais pas si on la prend maintenant, Simon, ou si on la prendra tout à Oui, la fin? oui, il me semble qu'on prévoit le temps de questions OK. maintenant, Tout à la là, fin? voilà, 5 minutes. Non, Ah non, 5 maintenant. minutes. OK, parfait. Alors, du coup, il y avait, une question sur est-ce que les objectifs sont déclinés par type de culture?
Et est-ce que l'application, du coup, contient une base de données agronomiques? Ouais. Alors pour l'instant, la déclinaison par type de culture, on l'adapte surtout à la profondeur racinaire. Donc on adapte la longueur de mesure et le positionnement des capteurs à la zone racinaire de la culture considérée. On va pas mettre la même sonde sur une pomme de terre ou sur une vigne ou sur un pommier. Et ensuite, une base de données agronomiques, non, pas forcément, parce qu'en fait, en mesurant l'humidité du sol, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure un terme du bilan hydrique qui fait qu'on n'a pas forcément besoin des. Je pense que la question derrière, c'est est-ce qu'on utilise les coefficients culturaux en fonction du type de culture pour la prévision de l'évapotranspiration. Mais c'est un terme du bilan dont on n'a pas forcément besoin vu qu'on mesure directement le stock d'eau dans le sol. Par contre, c'est quelque chose qu'on va essayer d'obtenir à l'avenir par modélisation inverse. Enfin, ça, on pourra en discuter avec la personne qui a posé la question si ça l'intéresse. Mmh. Mais voilà, à ce stade, on adapte surtout en fonction de la profondeur de la sonde et puis des périodes de stress. Par exemple, la vigne peut avoir des moments de stress dans ses stades physio, chose que d'autres cultures vont pas supporter. Mmh. OK, merci. Et on a une deuxième question du coup qui est, quelles sont les règles de bonne implantation des sondes? Le nombre de sondes par hectare, la position, et cetera? Bah là, les règles, on va rester dans des logiques relativement simples, hein. Alors, on dit qu'en moyenne, c'est une sonde par hectare, mais en fait, ce qui est important, c'est de considérer quel est le réseau d'irrigation, comment l'irrigation est amenée sur la parcelle et d'arriver à avoir une implantation des sondes qui est bien représentative de la zone qu'on veut étudier. L'objectif de mettre des appareils de mesure, c'est ensuite, comme on l'a dit, de prendre des décisions, donc de se situer après avec une action sur j'ouvre ou je ferme mes vannes d'irrigation. Donc on va raisonner plutôt par secteur. Voilà. Donc je dirais en moyenne c'est une par hectare, mais c'est plutôt à caler sur les secteurs d'irrigation Voilà. et le maillage de l'exploitation en tant que tel. Ça dépend beaucoup, pour compléter rapidement, ça dépend beaucoup des conditions de terrain. Il y a des zones où, par exemple, on en a installé 2 par secteur, une en zone très sèche, très drainante, et une en zone plutôt mouillée. Et donc, ça nous permet d'avoir une balance du point le plus humide et du point le plus sec. Et ensuite, oui, effectivement, c'est le point le plus représentatif. Par exemple, sur une ligne de goutte à goutte, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met la sonde à 75% de la distance entre 2 goutteurs. Comme ça, elle est ni sous le goutteur, donc trop irriguée, ni à la distance la plus éloignée du goutteur, donc trop sèche. L'idée, c'est que ça soit représentatif de la parcelle et du secteur le mieux. Mais en fait, comme notre outil est très polyvalent, il va sur tout type de culture. On travaille aussi bien avec des gens qui font d'irrigation au pivot, qui font d'irrigation en goutte à goutte, qui font d'irrigation avec des sprinklers ou avec des enrouleurs, donc En surface. ou en surface. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'on conseille nous sur la bonne implantation. Après, ce qui est important, c'est lorsqu'on fait l'implantation de la sonde dans le sol, il faut avoir une bonne liaison entre la sonde et le sol. Donc, on le fait en général lorsqu'on fait le trou d'implantation pour l'appareil de mesure, avec une petite bout de liaison, mais ça, c'est des choses sur lesquelles vous trouvez maintenant sur YouTube des petites vidéos qui expliquent facilement l'installation. Il y a aussi sur notre site internet un pas à pas qui explique cette phase-là. Donc, je vous invite à aller sur hydrascoop.co, qui est notre site, et vous aurez ces éléments-là. OK, ça marche. Et du coup, on va prendre la dernière question et après, s'il y en a d'autres, on reviendra à la fin. Mais c'est une question, du coup, cette fois-ci sur le coût unitaire d'une sonde et du service de paramétrage, couplage avec le réseau d'irrigation. Combien ça coûte tout ça? Alors là, je dirais, là encore, il y a une grande variété dans notre gamme de longueur de sonde. Nous, si vous voulez aussi, la force, c'est de pouvoir moduler et agencer le nombre de capteurs quasiment de façon personnalisée pour certains types d'usages en agriculture. Mais disons, le ticket moyen à la fois d'une sonde et d'un data logger, c'est autour de 1 000 €. Sachant que c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers le coût entre le data logger qui va remonter les données et l'appareil de mesure en tant que tel. Mais vraiment, je dirais, derrière, vous avez donc des sondes avec des capteurs par niveau comme ça qui peuvent avoir tout un nombre de capteurs différents et une longueur différente. Donc le calcul, il se fait objet par objet, au cas par cas. Et
pour la partie urbaine, on a des sondes beaucoup plus petites. Vous voyez celle-ci, par exemple, qu'on appelle l'Hydrasolo, son prix est autour de 220 €. Mmh. Oui, puis les coûts doivent être, rentabilisés par les économies derrière qui sont faites en termes d'énergie et d'eau. Je suppose que vous avez dû chiffrer aussi tout ça? Bah, en Europe, l'eau coûte pas très cher, donc en fait, les économies, les économies sont surtout sur le plan énergétique. Après, il y a des zones du monde où l'eau commence à coûter très cher et là, le remboursement, enfin, le retour sur investissement se fait vraiment plutôt sur les économies d'eau. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aussi occulter le gain de temps sur les temps d'intervention, Ouais. sur les prises de décision. Sur Et les cours de on est plaine. dans un mouvement aussi où on va vers l'automatisation, par exemple, des vannes à distance, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est dans ce mouvement-là qui permet d'avoir une cohérence d'ensemble dans la mise en place de ces nouveautés technologiques. Et voilà, je pense que c'est isolément, c'est déjà un plus, mais c'est dans le contexte de l'agriculture de précision que ça trouve tout son sens, quoi. OK. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais on va passer aux autres interventions et on posera toutes les questions à la fin. Je suis désolée parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard non plus. Merci à tous les 2 du coup, puis on reviendra vers vous, d'ici, à la fin. Voilà, je ne sais pas quand, mais à la fin. Alors du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Jason Maxou pour parler de Oceido et des innovations que vous proposez chez Oceido. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci les pôles de compétitivité pour cette opportunité. Je suis Jason Maxoud, je suis un chef de projet chez Oceido et je vais vous présenter bien sûr le Vortex pour l'irrigation aujourd'hui, qui est une technologie révolutionnaire pour une agriculture plus efficace et plus durable. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes des intégrateurs de solutions technologiques vertes spécialisés dans le traitement des eaux usées industrielles complexes et la gestion des déchets avec une expertise acquise auprès de grands groupes comme Engie, Veolia et Suez. Oceido a été créé en 2019 par la directrice générale, Madame Guylaine Charad. On est basé à Montréal et Toulouse, mais on intervient en France partout et à l'international. Notre mission est de fournir des solutions écologiques et performantes pour répondre aux défis environnementaux actuels. Nous conseillons et accompagnons nos clients, bien sûr, grâce à notre expertise et notre bureau d'études dimensionne les équipements sur mesure en fonction des spécificités de chaque client. Donc, nos systèmes, comme les MBR nouvelle génération, par exemple, et la filtration membranaire avec les nouvelles membranes UF céramique actuellement, aident au recyclage et la réutilisation de l'eau. Nous offrons aussi d'autres systèmes, des solutions avancées, par exemple, pour le traitement anaérobie et d'autres solutions innovantes selon les effluents. Comment on peut gérer, bien sûr, avec la technologie Vortex, comment mieux gérer les installations de production? Donc, la solution vous aide à économiser de l'eau. Les ressources naturelles diminuent. L'agriculture, comme déjà dit, est aujourd'hui un utilisateur principal d'eau et elle ne paye pas pour le moment le vrai prix de son utilisation. On vous aide à anticiper l'augmentation des coûts, réduire les dépenses énergétiques. Le coût d'énergie augmente et donc en améliorant la circulation de l'eau, en évitant l'encrassage de tuyaux et diffuseurs, les coûts énergétiques de pompage s'en trouveront réduits à un certain moment donné. Respecter la réglementation sanitaire et environnementale contraignante, diminuer l'usage de produits chimiques pour le traitement, et enfin pour des économies importantes et la réduction des rejets des polluants dans la nature, et enfin optimiser la maintenance en réduisant le coût d'entretien des systèmes d'arrosage encrassés par le tartre. Donc, rapidement, grâce à notre technologie biomimétique, nous vous permettrons d'accroître les performances environnementales et économiques de votre entreprise, en améliorant bien sûr la qualité d'eau, réduisant la facture énergétique et diminuant les dépenses de maintenance. Les domaines d'application de notre technologie sont l'industrie commerciale, fabrication de glace, l'agriculture, ce qu'on va élaborer durant cette présentation, les collectivités par exemple et le traitement des eaux, bien sûr en offrant des solutions adaptées à chaque besoin. Avant d'expliquer un peu comment fonctionne le Vortex, nos solutions sont brevetées et certifiées et ont été récompensées internationalement, notamment avec le Energy Innovator Award et les certifications telles que SWEDAC et DAX, par exemple. Ça, je passe rapidement. Donc, pour le Vortex, notre technologie repose sur des préformateurs, canaux et une chambre de Vortex qui créent un flux à grande vitesse, réduisant la pression centrale et améliorant l'efficacité du traitement de l'eau. En général, le vortex façonne l'écoulement de l'eau qui le traverse.
Et la technologie permet de créer un mouvement important de vortex, ou le tourbillon, dans le liquide avec des gradients de pression très élevés et une très faible pression centrale. On réalise alors une cavitation dans un environnement contrôlé. Là, pour la transformation de l'eau dans la chambre du vortex, et comme bien sûr le webinaire est enregistré, je vous ai mis toutes les informations, mais rapidement, bien sûr, pour passer les étapes et comment transformer de l'eau dans la chambre du vortex, les microbules sont aspirées et provoquent la formation de particules de calcaire via la cavitation, transformant le bicarbonate de calcium en cristaux de calcite, réduisant ainsi l'entartrage. Donc, il y a 4 étapes. 1, la formation et la migration des microbules. L'étape 2, c'est la formation de particules de calcaire. La 3e étape, en résumé, c'est l'agrégation et la fragmentation des particules. Et enfin, par la 4e étape, c'est la précipitation du bicarbonate du calcium. Comme ça, ce processus contrôle et réduit la formation du tartre en modifiant la formation et le comportement des cristaux de calcium dans l'eau. Pour le vortex, comme caractéristique, il est fabriqué en polyamide 12. Le système est résistant, très durable et compatible avec les normes alimentaires et biologiques. Par exemple, il a eu la conformité alimentaire et qui est approuvée par le contact alimentaire, bien sûr. Pour les gammes de produits, il y a plusieurs types et le vortex change ou se différencie par rapport au débit. Donc, quand on dit IVG ou GVI, c'est le vortex pour un débit de 4 mètres cubes heure. Le IVG6, c'est 6 mètres cubes heure et IVG10, c'est 10 mètres cubes heure, bien sûr. L'intégration est très facile au process et le dimensionnement est toujours personnalisé. Chaque vortex ou chaque produit, ça dépend de la taille, change un peu de caractéristiques. Mais normalement sont facilement intégrables au processus existant et personnalisables selon les besoins spécifiques. Normalement, il y a souvent pour l'irrigation une cuve de stockage. Donc, soit on peut placer le vortex avant la cuve de stockage, soit après. Bien sûr, nous recommandons de la placer après la cuve de stockage. Comme ça, l'eau va changer de qualité tout de suite en allant, par exemple, pour faire une irrigation par goutte. Soit avant la cuve du stockage, mais bien sûr, pas plus que 24 l'eau ne doit pas être stockée plus que 24 heures dans ce cas. Il y a plusieurs caractéristiques, bien sûr, pour l'efficacité, l'installation et maintenance et les solutions intégrées. Donc, c'est facile à installer sur les infrastructures. Comme on a parlé déjà pour l'efficacité, il y a une diminution de la viscosité, augmentation de la conductivité et de la capacité thermique. Il y a aussi une précipitation du calcium en cristaux non adhérents et la réduction de la corrosion. L'installation est très facile, soit sur les installations existantes avec les tuyaux. Il n'y a pas de pièces mobiles, pas du tout. Il y a soit un besoin minimal ou nul d'augmentation des sources d'énergie. Et bien sûr, pour les solutions intégrées, vous pouvez toujours ajouter des technologies complémentaires sur le vortex, comme les lampes UV, l'électrolyse sans produits chimiques, etc. Pour l'agriculture et l'irrigation, donc le GVI ou ce qui est le générateur du vortex industriel pour l'irrigation dans ce cas permet aux plantes d'utiliser l'eau plus efficacement. Il augmente l'absorption de l'eau. En pompant l'eau à travers une buse à l'intérieur du GVI, l'eau sera traitée en continu, sans arrêt. La solution est respectueuse pour l'environnement et l'amélioration des process et du rendement est bien sûr très notée, qu'on va expliquer et voir avec les retours de l'expérience à la fin de cette présentation. Pour les spécifications du GVI 1300, c'est pour le débit 1300 litres par heure. Donc ça, c'est le plus petit qu'on a. Les modifications des propriétés d'eau qui ont été reconnues, ce sont la viscosité va diminuer, la conductivité de l'eau va augmenter et la capacité thermique augmente, d'où vient le but que ce vortex va changer la qualité d'eau en donnant des caractéristiques ou en donnant des avantages pour diminuer la consommation d'eau et une meilleure croissance des plantes et des légumes. Pour les retours d'expérience, donc il y a plusieurs retours d'expérience et des bénéfices qui ont été observés sur les systèmes d'irrigation équipés par ce GVI. Et la solution est déployée sur plusieurs systèmes et les bénéfices ont été mesurés sur quelques études qu'on va présenter après. Nos clients constatent une économie de fertilisants et les traitements chimiques, une amélioration de rendement et de la qualité des cultures après l'augmentation des nutriments par les clients.
Troisièmement, il y a une meilleure croissance des plantes avec une meilleure viabilité et une amélioration de la durée de conservation aussi, ça dépend de la température, et une réduction des coûts de maintenance et de remplacement de pièces. La première étude a été faite pour la culture des concombres à Abu Dhabi, chez Al-Hayr. Le but de l'étude était bien sûr d'étudier l'effet d'utilisation de GVI. Donc, pour tester ça, ils ont mis 2 réservoirs, eau traitée avec la solution GVI et une eau non traitée qui était pour une référence. Et l'objectif était de comparer et mesurer, bien sûr, l'impact de la solution sur le rendement de production de concombres. Vous pouvez voir aussi qu'il y a dans les photos, il y a les résultats, que c'est presque le même, mais en détaillant les résultats dans le diapo prochain, on va voir qu'il y a une différence pour les résultats. Donc, le GVI a amélioré la croissance, le rendement total, la qualité et la durée de conservation des concombres, démontrant des avantages significatifs sur les cultures. Les résultats montrent aussi une amélioration du rendement total, réduction des rebuts et une croissance plus rapide pour les concombres. Donc, en conclusion, vous pouvez voir tous les avantages de l'eau traitée par le GVI, surtout sur la qualité des produits et bien sûr la consistance du goût des légumes qui n'a pas changé. Un autre retour d'expérience par le Centre de recherche et de développement aux Pays-Bas pour la culture des concombres. Donc, le test a été réalisé par un centre de recherche, c'est la production de concombres. Le GVI a été intégré directement sur le système d'irrigation. On voit qu'il y a eu une diminution significative des rebuts, croissance plus rapide des plants et l'amélioration globale de la qualité du goût et de la durée de conservation, ce qui était très cohérent entre les résultats de Abu Dhabi et des Pays-Bas. Une autre expérience en Suède, faite par une université suédoise de sciences agronomiques sur les cultures des tomates. Et cette fois, bien sûr, sur l'irrigation sur la croissance des plants de tomates. Les paramètres étudiés étaient l'hauteur, la tige, la largeur et la longueur internodale des plants de tomates. On a eu, bien sûr, différents résultats significatifs sont observés. Le focus de l'étude a vu que la concentration est uniquement sur la phase précoce de croissance des plants de tomates et aucun autre facteur d'influence n'a été étudié, sauf que bien sûr qu'il y a eu une meilleure croissance pour la croissance précoce des plants de tomates. Une autre expérience sur la culture de paprika aussi en Pays-Bas par le même centre de recherche et de développement. Donc les résultats sont très similaires aux résultats du concombre. Il y a toujours la croissance, il y a toujours la il y a toujours la diminution de l'utilisation d'eau et la meilleure croissance des fruits ou des légumes. Donc l'amélioration là dans le rendement par exemple, il y a eu une augmentation de 6,5%. La réduction des rejets, il y a eu une diminution de 18,5%, croissance plus rapide, surtout en notant les centimètres au début de l'expérience. Donc, en qualité, pour le goût aussi, il y a toujours une amélioration globale. En Australie, il y a eu un problème avec des raisins dans un terrain de vigne. Donc, pour l'irrigation des vignes, il y avait eu une incapacité du sol à absorber l'eau. Donc, après l'implémentation, bien sûr, du système GVI, les vignes ont produit des raisins abondants et de haute qualité. Et le rendement spécifique n'a pas été mesuré dans cette étude. C'est juste qu'il y a eu un développement et une production des résines, ce qui a montré que les plantes ont absorbé l'eau et on a réussi à, bien sûr, gérer le problème. Dernière expérience, c'était pour l'irrigation des golfs. La technologie permet d'augmenter considérablement l'efficacité de l'eau dans l'irrigation des terrains de golf et permet d'obtenir aussi des terrains plus verts et moins chers à entretenir. La solution a réduit le temps et la consommation d'eau pour l'irrigation des golfs et a amélioré l'absorption d'eau et contribue aussi à la durabilité environnementale tout en réduisant tous les coûts. Bien sûr, par exemple, pour la réduction de l'utilisation des produits chimiques, on a vu qu'il y a une élimination de la nécessité d'agents mouillants, réduisant l'utilisation de tout type de produits chimiques sur les terrains de golf.
Récemment, on a vendu le Vortex pour une entreprise française, qui est la première en France, pour la culture des courgettes avec l'entreprise Loustalé. Bien sûr, dans quelques mois et suite à des visites sur site, on aura aussi un retour d'expérience français qui sera ajouté à notre liste. Donc, merci pour votre attention. Hâte à savoir votre question et n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, pour toute question ou information complémentaire, soit moi, soit la directrice générale. Merci. Merci Jason. Du coup, on a une question dans le chat déjà, donc on va la prendre. C'est comment le vortex agit sur la conductivité, donc la capacité de l'eau à conduire le courant, la minéralisation de l'eau, etc. Donc, ça sera dans les étapes de transformation de l'eau à l'intérieur. Si on détaille un peu les étapes, dans la première étape, on a dit que c'est la formation et migration des microbules. Donc, les microbules d'air sont aspirées dans une chambre à basse pression. Elles migrent après et se combinent au centre, provoquant une cavitation qui affecte les cristaux de calcium. Après, il y a eu la formation de particules de calcaire. La cavitation crée une zone de basse pression et haute température en même temps. Cela fait réagir les ions calcium et carbonate pour former des cristaux de carbonate de calcium colloïdal et le pH de l'eau va augmenter en ce cas. En allant à l'étape 3, c'était l'agrégation et la fragmentation des particules, d'où les particules de calcaire là permettent aux ions calcium et carbonate de s'agréger, évitant leur attachement aux surfaces. Ce phénomène va changer un peu la conductivité de l'eau et ce qui va avoir aussi, quand l'eau va tourner tout dans le vortex, il y a toujours la séparation des molécules et surtout quand au niveau de la salinité qui va affecter bien sûr la conductivité. Donc, les particules se fragmentent sous l'effet des gradients de pression et à la fin, il y a la précipitation, bien sûr, pour les cristaux. Ok. Merci. Oui, Ah. il y avait une question qui était posée avant celle-ci, mais de la même personne, de M. Jacques, qui disait aussi pouvez-vous préciser comment le vortex agit sur l'indice de Langelier, Risnard? L'angelier. L'indice de Langelier, ouais, c'est la capacité d'une eau à être incrustante ou agressive. Oui. Est-ce que Si c'est vous me quelque chose permettez. que... Oui, bien sûr, Oui, allez-y. excusez-moi, je me permets d'intervenir. En effet, Oui. en général, le caractère de l'eau, comme vous avez dit que vous minimisez les impacts sur les effets d'entartrage. En Oui. général, en chimie de l'eau, on caractérise le caractère de l'eau, du coup, si je puis dire, par deux indices potentiellement. L'indice de Langelier, en général, qu'on utilise plus pour un côté déterminer le caractère entartrant de l'eau. Risnard, c'est plutôt souvent sur l'aspect corrosion. Et en traitement des eaux, en général, voilà, on se fie sur ces deux indices pour déterminer le caractère de l'eau. D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on détermine si une eau est entartrante avant tout, en fonction de la température d'usage de l'eau ou de la température de peau. Cette question, honnêtement, je n'ai pas une réponse pour vous car je ne suis pas l'expert pour la partie chimie dans ce cas, mais je peux prendre votre contact, bien sûr, pour revenir vers vous avec la réponse des experts qui ont fait les études. D'accord. Là où clairement des procédés d'adoucissement vont influencer directement pour faire écho à la question de Madame Lelièvre. Oui. Les procédés d'adoucissement agissent directement du coup sur la valeur du TH et du coup sur ces indices-là. Et du coup modifient le caractère de l'eau. C'est le principe de l'adoucissement, on modifie le TH pour modifier le caractère de l'eau, la rendre pas entartrante à la température d'usage de l'eau qui sera visée. Voilà, c'était pour ça. Mais je veux bien savoir, ouais. Oui, je peux revenir vers vous, bien sûr. C'est Madame Guéhen-Charat qui peut vous répondre à tous ces détails, qui n'est pas disponible aujourd'hui pour ça. Ok, je vous remercie. Oui, de rien. Merci. Du coup, on a une autre question. Est-ce que le calcaire s'accumule dans le vortex? Et si oui, est-ce que du coup, il faut un nettoyage permanent? Donc non, le calcaire ne va pas s'accumuler, ça va sortir et il y aura des filtres dans le vortex qui peuvent empêcher le calcaire d'aller avec l'eau aussi. Mais il n'y a pas une nécessité pour faire une maintenance, soit une fois tous les mois, pour juste changer le vortex. C'est ça le vortex qu'on a. Donc il n'y a pas accès à l'intérieur déjà. L'eau va rentrer d'une part et va sortir de l'autre part.
Et du coup, il n'y a pas quelque chose à faire des maintenances à l'intérieur du vortex. On peut faire des compléments, on peut ajouter par exemple des filtres, si la qualité d'eau, il y a beaucoup des MES par exemple, il y a une filtration avant, en amont, mais tout ce qui est à l'intérieur du vortex, c'est déjà prêt, il n'y a jamais eu des problèmes avec le calcaire, quel que soit, et il y a toujours le traitement qui est à l'intérieur. OK. Et du coup, il y avait une question donc, de madame Lelièvre. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre parce que ça rebondissait du coup sur, la question du monsieur d'avant, donc, Christophe Jacques. Exactement. C'était sur, par rapport à un process classique d'adoucissement de l'eau, quels sont les bénéfices de ce que vous proposez, de votre solution? Donc ça aussi, je vais Pareil, ouais, je vais revenir vers Madame Lelièvre pour la réponse après avec avec OK, Madame Charat. parfait. Je vais la poser quand même, on sait pas. OK, ben merci beaucoup Jason. Il n'y a pas d'autres questions pour Merci l'instant, pour vous. mais pareil, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite, donc restez avec nous jusqu'à la fin et je vais laisser la parole cette fois-ci de mémoire à Ombrea, donc à Farida Amichi qui est chef de projet R&D Innovation et qui va nous parler d'agrivoltaïsme. Oui. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très Oui. bien. Bah, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour vous parler, de modélisation, numérique et de, bénéfices des agri-énergies sur, notamment la gestion de l'eau. Alors pour me présenter rapidement, je suis, Farida Amichi, je suis chef de projet R&D en innovation. Je suis docteur en sciences de l'eau et je travaille, sur des projets R&D et innovation en agri-PV depuis près de 3 ans. Donc voilà, pour commencer, je vous présente peut-être rapidement Ombrea. Alors Ombrea a été fondée en 2016, dont la principale mission est de créer des expertises pour optimiser l'activité agricole et la production électrique. Alors cette expertise va de la phase de développement des projets, la phase de prospection également, jusqu'à la phase de maintenance et d'exploitation. Alors Ombrea intervient sur toute toute la chaîne de valeur. En 2003, Total Energy a fait l'acquisition d'Ombrea après 4 ans de partenariat et crée à Aix-en-Provence son centre d'expertise dédié aux agri-énergies. Donc, Ombrea, désormais, c'est plus de 50 experts, c'est 13 sites pilotes, c'est une expertise agro et une expertise data qui permet de développer justement nos outils numériques. Donc, on va parler d'agrivoltaïsme rapidement également pour vous présenter ce que c'est que l'agrivoltaïsme. C'est la rencontre de deux secteurs pour des projets de territoire. L'agrivoltaïsme est une pratique donc, qui associe agriculture et photovoltaïque dans le but de trouver une synergie optimale de production électrique et production agricole pour faire face aux défis auxquels fait face le monde agricole aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'agrivoltaïsme se présente comme une opportunité pour le secteur. En effet, les installations agrivoltaïques présentent non seulement des avantages agronomiques, mais également des protections face aux aléas climatiques et des impacts positifs sur le sol, sur la biodiversité, sur les bénéfices sociétaux et des territoires. Donc, tous ces sujets ne seront pas abordés lors de cette présentation. Par contre, je vous invite vivement à vous inscrire à notre newsletter sur laquelle on diffuse régulièrement des sujets thématiques qu'on aborde à Ombrea. Donc, pour résumer, l'agrivoltaïsme doit répondre à un double objectif, donc d'accélérer des projets d'agri-énergie, d'énergie renouvelable et de préserver surtout l'activité agricole. Alors, aujourd'hui en France, on a une loi qui encadre l'activité. Les critères par la loi sont affichés à l'écran. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que avant tout, un projet agrivoltaïque doit apporter des services agricoles pour le maintien de l'activité agricole, justement. Donc, l'agrivoltaïsme chez Ombrea, on passe peut-être à la slide d'après. L'agrivoltaïsme Ombrea, c'est 13 projets pilotes, comme je le disais tout à l'heure. C'est 7 ans de R&D. C'est des projets
qui sont en exploitation, qui nous permettent justement, nous, au pôle R&D, d'étudier les conditions de croissance optimales des cultures qui sont contraintes aux aléas climatiques. Donc, en comparant des résultats qui sont sous ombrage et hors ombrage, avec des suivis qui sont réalisés par des instituts techniques externes, indépendants. Mais également, c'est des études qui nous permettent de définir les besoins des cultures phase par phase, en fonction de leur phase de développement. Les cultures n'ont pas forcément les mêmes besoins agroclimatiques. Et donc, on détermine à travers ces études le service à apporter pour chaque phase. On voit bien qu'aujourd'hui, on est partout, enfin, on a des cultures, ça va du maraîchage aux grandes cultures, à l'agriculture pérenne, excusez-moi. Voilà, donc si on passe pour la slide d'après rapidement pour vous parler de nos outils numériques. Alors, pour apporter justement ces services que j'évoquais, on est amené parfois à apporter un pilotage agronomique des ombrières. Donc, pour ce faire, on a un jeu de capteurs qui sont installés sur les parcelles. Donc, on collecte des données climatiques telles que la température de l'air, du sol, etc., de la luminosité. Toutes ces données nous permettent de créer des algorithmes de pilotage qui permettent de définir des stratégies de pilotage pour répondre à des besoins spécifiques durant la vie de la culture. Donc, pour recréer des conditions optimales au bon développement des plantes, pour maintenir le rendement, la qualité de la production agricole, mais également pour assurer le bien-être animal dans le cadre des projets d'élevage. Donc, comme on peut le voir un peu sur cette animation, le pilotage intelligent des systèmes agri-PV permet de modifier l'inclinaison des panneaux, donc pour apporter l'ombrage ou au contraire garantir l'accès à la lumière aux cultures en fonction des besoins identifiés. Donc, ça va un peu en opposition par rapport à un pilotage astronomique ou à un pilotage qui suivrait la course du Soleil, qui permettrait de maximiser la production énergétique. Nous, on vient appliquer un pilotage où on s'effacerait parfois, on n'est pas dans la production énergétique, mais plutôt pour favoriser les conditions optimales pour la culture. Voilà, donc les outils numériques aujourd'hui nous permettent de mettre en place ces pilotages, mais pas que. En phase de développement des projets, alors ça nous permet aussi de modéliser la future production d'énergie d'une centrale agri-PV. On peut aussi, en fonction des designs choisis et des technologies choisies et du pilotage du coup appliqué, on peut estimer la production énergétique. On peut estimer comment on a modélisé le microclimat, quel est le microclimat attendu sous ces contraintes-là ou sous ces paramètres-là. Et également, on a des indicateurs de bien-être animal dans le cas des projets élevage, encore une fois. Donc, tous ces modèles sont valables en phase de développement, mais également en phase d'exploitation des projets. Donc, c'est aussi les phases d'exploitation qui nous permettent de collecter des données réelles et qui nous permettent par ailleurs de valider nos modèles. Voilà, donc si je reviens sur les indicateurs suivants, on va peut-être parler plus sur... on peut passer peut-être à la slide suivante, s'il vous plaît, pour parler plutôt des indicateurs liés à la gestion de l'eau. Donc, dans ce qui suit, je vais plutôt détailler cette partie-là. Donc, on a dit que pour être en conformité à la loi APER, cela consiste à limiter les effets néfastes du changement climatique. Alors, en termes hydriques, on note qu'il y a un point d'attention sur la limitation des stress hydriques des cultures et des prairies, sur la diminution de l'évaporation, et améliorer le confort hydrique. Dans ce qui suit, je vais vous présenter justement plutôt un retour d'expérience sur un volet modélisation, volet capteur qui a été beaucoup abordé par HSTI au départ, et également du pilotage de l'irrigation. Alors, d'abord, je vais commencer par vous présenter le suivi de la teneur en eau. Donc, pour les parcelles sous ombrage, appelées ici ZC pour zone cultivée sous ombrage, et ZT pour zone témoin.
Donc, pour cela, on établit un bilan hydrique. Alors, c'est une méthode simple, mais efficace, qui permet de suivre l'évolution de la teneur en eau dans la réserve en eau du sol, donc précisément de la RFU. Cette estimation tient compte des besoins en eau de la culture, mais également des apports liés à l'eau ou aux irrigations. Donc, clairement, pour faire notre bilan hydrique et suivre notre teneur en eau, on doit connaître notre réserve utile, qui, elle, dépend beaucoup du coup de la nature du sol, doit connaître la consommation réelle de notre culture, qui se traduit par l'évapotranspiration réelle, et bien sûr les apports d'eau par les pluies et les irrigations dans le cas d'une culture irriguée. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on sait ce qui se cache derrière le bilan hydrique, on va s'intéresser du coup à la réserve utile, à l'évapotranspiration et à l'irrigation. Donc, en termes d'évapotranspiration, alors l'évapotranspiration, c'est quoi? C'est un processus biophysique. Pardon, mon casque bouge beaucoup, excusez-moi. Alors, c'est un processus, je disais, biophysique qui permet le transfert d'eau du sol vers l'atmosphère, donc par l'évaporation du sol et la transpiration des cultures. Les deux sont indissociables au champ, donc on parle d'évapotranspiration. Donc elle est calculée par des formules mathématiques et l'irradiance reçue constitue une variable très importante dans le calcul de l'évapotranspiration. Donc, en apportant l'ombrage à une certaine période, on diminue les radiances reçues sur la parcelle, comme on peut le voir sur la carte d'irradiance. Et donc, on réduit également l'évapotranspiration réelle, comme on peut le voir sur la carte de l'évapotranspiration, qui est ci-dessous. Alors, sur cette carte, la donnée est agrégée à l'année, mais on peut choisir le mois que l'on souhaite, mais également tous les périodes, les mois d'intérêt ou les périodes d'intérêt. Et comme le montre cet histogramme, on voit bien que là, on est à l'échelle mensuelle. C'est pour l'exemple. Et on voit bien que c'est plutôt sur des périodes estivales où on enregistre des baisses d'évapotranspiration, en tout cas. Voilà pour l'évapotranspiration. Alors, en plus de la modélisation, donc tout ce qu'on faisait pour l'évapotranspiration, c'est plutôt des modèles avec nos outils en interne. Mais en plus des modèles, nos sites en exploitation nous permettent également de suivre l'évolution de l'état hydrique des parcelles grâce au jeu de capteurs. Comme je le disais tout à l'heure, chaque parcelle est équipée de capteurs, que ce soit sur la zone témoin, mais également sur la zone sous ombrage. Donc, ces jeux de capteurs nous servent également à caractériser, donc ils nous servent à mettre en place le pilotage, mais également à caractériser le microclimat et l'évolution des différents stress. Alors, dans cet exemple, je vous ai présenté à gauche les données qui remontent via notre application destinée aux agriculteurs. Donc, on voit bien ici qu'on est sur une sonde capacitive, pour cet exemple en l'occurrence, et qui va jusqu'à 85 cm. Donc la donnée est enregistrée chaque 10 cm jusqu'à 85 cm. Ce taux d'hygrométrie est variable et on le compare toujours à la zone témoin. Donc sur la droite, je vous ai sorti que de cartes parce que sinon ça serait illisible si vous mettez toutes les cartes. Mais voilà, donc là, je vous ai sorti les graphes pour les 25 cm et les 35 cm. Et on voit bien que le taux d'hygrométrie est plus important sous ombrage, ce qui contribue de limiter les stress hydriques et d'améliorer le confort hydrique sous ombrage de façon générale. Ensuite, alors, on a vu que les systèmes agri-PV permettaient de diminuer l'évapotranspiration, permettaient d'améliorer le confort hydrique. Alors, on s'est posé la question de la pertinence de tester un pilotage de l'irrigation de façon autonome qui permettait de maximiser en tout cas l'efficience de l'eau en évitant les pertes par lessivage. Donc, on monitore très bien aujourd'hui l'état hydrique du sol. Alors, nous avons testé, lors d'un POC, de développer des algorithmes de pilotage de l'irrigation, cette fois-ci. Nous l'avons testé, donc, je disais, dans un POC avec des outils Telaqua qui permettaient justement d'assurer l'ouverture et la fermeture à distance des vannes.
Donc, on a pu piloter sur une saison, depuis nos bureaux à Aix, une irrigation de façon complètement autonome et intelligente. Et aujourd'hui, on souhaite aller plus loin pour combiner l'effet de l'ombrage, apporté par le système AgriPV, mais également par l'irrigation intelligente de la parcelle, en différenciant justement les parcelles sous ombrage et les parcelles hors ombrage. Donc, pour les saisons en cours et pour les futures saisons, on souhaite tester l'irrigation différenciée et pour mesurer justement l'efficience de l'utilisation de l'eau. Voilà, j'ai essayé d'être rapide pour cette présentation de 10 minutes en vous indiquant un peu tous les indicateurs de l'eau sur lesquels on travaille. Voilà, je n'hésitais pas à aller regarder un peu ce qu'on fait que ce soit sur notre site internet, sur notre newsletter, mais également je suis disponible pour aujourd'hui et même plus tard pour vous répondre si vous avez des questions. Merci Farida. Alors, on n'a pas de questions tout de suite dans le... Ah si, bah voilà, il suffit que je le dise. On a une question qui vient d'arriver. Comment est-ce que vous mesurez l'évapotranspiration réelle? Les formules mathématiques donnent l'évapotranspiration potentielle, je crois. Oui. C'est ce qui Alors, effectivement, le calcul de l'évapotranspiration, c'est tout un monde. Il y a plusieurs modèles mathématiques qui nous permettent d'estimer le T0, qui est la formule validée par la FAO. Et ensuite, on vient appliquer un coefficient cultural en fonction de développement de stades phénologiques, le multiplier par par ce coefficient cultural, justement. Aujourd'hui, on modélise le TP avec l'évapotranspiration réelle avec plusieurs outils. Donc, déjà avec celle-ci, en multipliant le KC par le T0, mais également par des modèles de culture que je ne vous ai pas présentés ici, parce que sinon, voilà, on va notamment avec PyStix. Aujourd'hui, à Ambrea, alors, Stix, c'est un modèle qui est développé par l'INRAE, qui existe depuis les années 80. Aujourd'hui, à Ambrea, on le code en Python en interne. D'ailleurs, il est en open source, si toutefois vous souhaitez le consulter, le télécharger, l'alimenter. On est très ouvert à cela. Et ça nous permet aussi, en croisant avec des modèles de culture, pouvoir être au plus près de la condition réelle sur laquelle la culture se développe. Ok. Merci. On a une deuxième question. Est-ce qu'il y a eu des études de type ACV pour évaluer le bénéfice environnemental global des ombrières et de tout le système associé? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, alors nous, à une époque, Ambrea, on l'avait déjà fait, mais aujourd'hui, en rejoignant la compagnie Total Energy, c'est des sujets qui sont très poussés. Alors, il y a plusieurs études qui ont comparé justement une centrale agri-PV avec une 100, justement, pour faire cette analyse de cycle de vie. Pareil, je ne saurais pas vous donner les résultats tout de suite, mais je peux, si ça vous intéresse, vous envoyer ces études qui ont été réalisées par la compagnie. Ben alors, c'est Madame Lelièvre qui posait la question, donc Ok. je pense qu'on pourra vous Je mettre en regarderai dans le relation, chat. Super. Ouais. Au pire, on vous mettra en relation après, pas de souci. Parfait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ou pas? Moi, j'en ai peut-être une petite. Alors, si on sort un petit peu du domaine de l'eau, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour montrer si le rendement des cultures était le même ou pas sous panneaux solaires ou pas? Alors, c'est surtout sur quoi on regarde, parce que déjà pour rappel, pour être en conformité avec la loi APER, aujourd'hui, on doit maintenir le rendement et ce qui est toléré, c'est 10% de rendement en moins. Donc, il ne faut pas baisser le rendement au-delà de 10%. Donc, c'est un indicateur que nous, on regarde avec intérêt. L'objectif, c'est de maintenir, voire d'améliorer le rendement. Sur nos expés, alors, comme je disais, on a 13 projets pilotes avec 7 ans d'expérience sur certains. On voit bien que ça fluctue en fonction des années. Sur certaines années, on a pu maintenir, voire améliorer le rendement. Sur certaines autres, que ce soit sur de la vigne, à Riance, par exemple, on a des valeurs qui sont un peu plus basses, mais on reste dans cette limite des 10%. Mais de façon générale, c'est effectivement des choses qu'on regarde et l'objectif, c'est de ne pas aller impacter négativement ce rendement.
Et bien sûr, la qualité, ça va dépendre de la culture. Il y a des cultures où c'est très valorisé par la qualité, il y a des cultures où c'est le rendement la quantité qui est valorisée, et on s'adapte à cela pour chaque projet. OK, ça marche. Merci beaucoup Farida. Je vous en prie. Du coup, s'il Je y a d'autres reste questions. disponible, n'hésitez pas à me contacter, même après le webinaire. Voilà, parfait. Si jamais il y a d'autres questions qui arrivent, on pourra les poser à la fin des présentations et je vais laisser la main du coup au prochain intervenant qui est donc Jean-Baptiste Bessac pour CESA Analytics. Bonjour à tous. Donc, Jean-Baptiste Bessac, je suis le président fondateur de la société CESA. Je serai un peu moins détaillant sur les résultats techniques, mais l'idée, c'est de vous présenter un peu une vue générale de ce qu'on fait, notre approche, puisqu'on a aujourd'hui une activité industrielle chez CESA de développer des ombrières dynamiques pour l'agrivoltaïsme. On s'est créé fin d'année de 2021. On est basé à Perpignan, donc dans les Pyrénées-Orientales, et la société a été créée à partir de deux fondateurs, dont moi-même, issu d'un laboratoire du CNRS spécialisé dans l'énergie solaire à Perpignan, qui s'appelle Laboratoire Promesse. Au fur et à mesure, on a étoffé les compétences de notre équipe à travers des data scientists, et des gens et également en passant des partenariats avec des sociétés spécialisées en agronomie. Donc l'idée derrière tout ça, en 2023, nous, on a eu l'entrée au capital de la SATA XLR, qui est une société d'accélération de transfert qui gère la propriété des intellectuels des établissements publics, et notamment celle du CNRS, puisqu'on a fait un transfert technologique sur la start-up. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de terre notre premier prototype industriel, donc sur Perpignan, à Rivesaltes, en partenariat avec un lycée agricole de Rivesaltes. Donc, il y aura double utilité sur ce prototype, à la fois de tester notre technologie, qui est à la fois mécanique et logicielle, mais également de servir comme outil pédagogique sur les étudiants ou les professionnels en cours de formation du lycée agricole. Donc EcoTrack, c'est quoi? C'est notre produit EcoTrack. C'est donc une ombrière solaire, j'en ai parlé, qui est dynamique, spécifiquement conçue pour l'agrivoltaïsme, pour avoir donc effectivement la meilleure synergie entre agriculture et énergie. Je vais donc passer les étapes de définition de l'agrivoltaïsme et à quoi ça sert. Mais l'essentiel, c'est de montrer un peu qu'est-ce qu'on y a mis dedans, plusieurs innovations, à la fois au niveau structurel, mais également logiciel. En fait, on a quand même au niveau logiciel un background au niveau des membres des fondateurs, en matière de gestion de la ressource solaire et plus particulièrement de développement de systèmes de contrôle commande prédictifs, auxquels, au fur et à mesure, on a ajouté pas mal de briques en termes de contraintes agronomiques pour trouver effectivement un équilibre entre production agricole et production d'énergie. C'est aujourd'hui le nerf de la guerre sur ce type de technologie. Et les outils en fait intelligents qu'on a développés sur la partie soft s'attardent notamment à gérer l'ombre sur les cultures, donc pour à la fois limiter donc, le stress hydrique, mais également donner les apports en lumière qui sont suffisants pour les plantes, pour notamment assurer la photosynthèse des différentes cultures. Nous, on a commencé à travailler uniquement sur de la vigne, et plus particulièrement du grenache blanc, parce que déjà, on est basé à Perpignan et l'activité viticulture est très présente dans notre région. Alors, c'est quoi notre approche sur le logiciel? Donc, on développe une stratégie donc, de pilotage qui se base initialement en amont de projet sur des simulations numériques. Et ensuite, on va déployer un système de capteurs de mesure sur site, bon, ça a déjà été présenté, notamment des sondes capacitives, des capteurs de mesure qui vont mesurer également le microclimat sous ombrière et sur des zones témoins. L'idée, en fait, en amont projet, c'est de créer un jumeau numérique de la centrale. À partir de ce jumeau numérique, on est capable donc de simuler des quantités de lumière qui vont atteindre les cultures. On récupère des besoins agronomiques en fonction des différents types de cultures qu'on cible. On va extraire de ces besoins agronomiques, notamment les quantités de lumière suffisantes pour la photosynthèse, pour les différents stades de croissance des plantes.
également des éléments sur la température, sur également l'eau des plantes. Et en fait, on va réaliser des simulations agronomiques qui intègrent notamment cette quantité de lumière, l'évolution également du microclimat sur une année sous l'ombrière. Et également, on va regarder quelle est la pratique agricole en dessous. Est-ce qu'il y a des intrants qui vont être mis sur la parcelle? Est-ce qu'il va y avoir une irrigation ou pas? Et en fait, on arrive par simulation en amont projet à avoir des résultats de simulation de production agronomique ou de production agricole. L'idée, c'est de définir une stratégie de pilotage standard pour ce type de culture, et c'est de dynamiquement la mettre à jour à partir et l'implémenter sur site à partir à la fois de prévisions météorologiques et également de prévisions de marché. On regarde un peu les prévisions du marché de l'électricité. Les prévisions de météo peuvent comme notamment nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur les 14 prochains jours. Est-ce qu'on va être sur des journées plutôt ensoleillées, plutôt couvertes, pour adapter la stratégie de pilotage pour vraiment trouver ce bon équilibre entre production agricole et production d'énergie. Au niveau structure, également, on a fait quelques partis pris qui sont assez forts. L'objectif, il y en a deux gros objectifs qui sont à la fois pour améliorer l'intégration paysagère de ce type d'architecture. Il faut savoir que bon, nous, on a fait le choix de développer une structure qui se déploie au-dessus de cultures, donc, et en ciblant donc, des cultures un peu à haute valeur ajoutée, comme l'arboriculture ou la viticulture. Et derrière, l'idée, c'est de diminuer l'impact environnemental également des centrales à travers les parties pris qu'on a fait. La première, on va dire, brique technologique qui a été innovation, c'est on s'est inspiré de ce qui se fait sur les transports par câble, avec notamment des panneaux solaires qui reposent directement sur des câbles et qui sont mis en rotation. Chez nous, donc, il y a un brevet qui a été déposé français autour de ça. L'idée Pourquoi on utilise des câbles? Les câbles, donc, bon, déjà, permettent de réduire la quantité de matière. Visuellement, ça a quand même un impact. Et ensuite, ça va nous permettre d'aller chercher des anthrax entre poteaux un peu plus grands et donc de diminuer également l'emprise au sol des poteaux de la centrale. La deuxième innovation, c'est plutôt une innovation d'usage, où on a fait le parti pris d'utiliser du bois en remplacement de l'acier sur les éléments de sous-structure de la centrale. Bon, malgré tous les a priori qu'on peut avoir sur le bois est un puits carbone, et un impact CO2 qui est relativement assez faible. Il y a une filière française de bois qui est également sous-exploitée et qui n'attend que ça. Et également, ça a une très bonne résistance dans le temps, le bois, malgré ce qu'on peut dire, c'est quelque chose qui peut être très très résistant. Donc voilà un peu en conclusion, en fait, bon, comme je l'ai dit, en étant originaire de Perpignan, donc le projet qu'on développe et qu'on porte répond à des problématiques qui sont assez locales pour nous, hein, parce que en comparaison à d'autres régions de France, on a connu pas mal un épisode de sécheresse sans précédent depuis d'un an et demi dans les Pyrénées-Orientales. Donc il nous faut innover pour s'adapter, notamment chez nous, ça a été de la survie, parce on était en restriction d'eau pendant longtemps. La viticulture, on l'a vu, a déployé de plus en plus de systèmes d'irrigation, ce qui a également créé des contraintes sociales de développer des systèmes d'irrigation. On a vu chez nous des systèmes d'irrigation qui ont été vandalisés, notamment chez les agriculteurs, parce que voilà, l'eau, elle est précieuse et donc forcément, il y a certains mouvements qui sont contre ça. Donc ça crée de la tension, l'accès à l'eau. L'agrivoltaïsme a déjà prouvé que ça pouvait apporter une réponse assez concrète. Et donc notamment, on en a parlé, ça peut limiter les phénomènes d'évapotranspiration des sols, des plantes, et donc diminuer les besoins d'irrigation des cultures. Sur le prototype qu'on développe, il n'y aura pas d'irrigation sur de la vigne. L'idée, c'est que grâce à l'agri-PV, on peut se passer de systèmes d'irrigation, notamment en limitant et en conservant l'humidité dans les feuilles, dans les plantes et dans le sol. Donc ce problème de stress hydrique, il est bien connu chez nous, mais il faut quand même voir que c'est quelque chose qui va s'étendre sur nos territoires, et notamment en France, mais également en Union européenne. Et on est face ici à des solutions qui aujourd'hui sont concrètes. Et donc il nous faut maintenant, il n'y a plus qu'à amener de l'innovation pour rendre ces solutions de plus en plus rentables et de plus acceptables. Et c'est tout le défi qu'essaye de relever César. Donc, merci à vous, j'en ai terminé. Puis bien évidemment, je suis disponible pour répondre à vos questions.
Merci Jean-Baptiste. On a une question dans le chat. Est-ce que le bois de la structure doit être traité et quelle essence de bois est-ce que vous utilisez? On utilise aujourd'hui du bois du Douglas. Donc la particularité du Douglas, c'est qu'il est naturellement, il n'y a pas besoin de le traiter, donc il est naturellement résistant. Et donc c'est du lamellé collé qu'on utilise, donc qui est également un peu plus, qui est plus résistant que le bois massif. OK. Du coup, c'est un bois qui est traité ou pas? C'est pas un bois qui est traité. Le Douglas n'est OK. pas un bois qui est traité. Après, OK. il y a d'autres variétés de pins qui peuvent être utilisées où là, ça nécessite un traitement. OK, ça marche, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Alors, je vous propose aussi s'il y a des questions, sur les interventions précédentes ou pour, rebondir aussi sur ce qui a été dit, on peut créer de la discussion. Vous pouvez même prendre la parole avec vos micros si vous le souhaitez. Il me semblait que sur la présentation HSTI, il y avait une question qu'on avait laissée en suspens par manque de temps au début. C'était donc si François et Paul sont toujours ici, comment se fait la liaison, l'envoi des données entre la sonde et le serveur de données? Entre parenthèses, câble, liaison sans fil, radio ou autre. Ouais, bah, on a différents types de transmission de données. On travaille beaucoup avec du GSM, donc c'est des petits data loggers. Tiens, François, si tu veux montrer. Des petits data loggers qui se connectent simplement à la sonde avec un petit connecteur, et ensuite qui transmettent sur les réseaux mobiles les données. Donc, elles sont enregistrées toutes les 15 minutes et transmises toutes les 3 heures en général, mais c'est adaptable aussi au cas par cas. Et on travaille aussi avec le réseau LoRa pas mal, donc, qui est un réseau radio qui est beaucoup utilisé en agriculture parce qu'il y a une plus grande portée. Donc c'est aussi quelque chose qu'on fait et on s'adapte un peu aux conditions du terrain, quoi, et des équipements qui sont déjà disponibles et des réseaux qui sont disponibles dans la zone. Et avec des technologies multi-opérateurs qui permettent de basculer d'un réseau à l'autre en fonction de la puissance du réseau qui est attrapé par le data logger. OK, merci. Merci. Il y a une question qui a été posée, alors je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde, mais principalement, à Farida et Jean-Baptiste. Au niveau des assurances, est-ce que les installations sont-elles assurables face au risque d'intempéries, notamment la grêle, par exemple? Je peux peut-être donner un petit élément de réponse. Oui, c'est assurable, comme toute centrale solaire classique. Ensuite, c'est un vaste sujet de se dire est-ce que les panneaux solaires vont protéger les cultures contre la grêle ou pas. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux au niveau assurantiel et je dirais que c'est la négociation à avoir avec les assureurs et à regarder également, parce que les panneaux solaires photovoltaïques sont testés en laboratoire, notamment pour résister à la grêle. Selon différents types de tailles de grêlons, des choses comme ça. Donc, ça pourrait faire office de protection des cultures. Nous, chez CESA, on travaille également à essayer d'intégrer sur nos structures de nouveaux types de panneaux solaires, qui sont des panneaux souples, donc avec un revêtement en polymère qui a une bonne élasticité et donc une bonne résistance également au choc, à l'impact. Et donc, ces types de panneaux solaires pourraient être facilement mis, on va dire, contre les grêlons, mais c'est effectivement, je dirais, c'est un peu au cas par cas et à la négociation au niveau des assureurs de se dire est-ce qu'on utilise des panneaux solaires pour protéger les cultures contre la grêle ou pas, quoi. Je compléterai si possible avec cette notion de risque contre les intempéries, notamment la grêle. Sur nos sites démonstrateurs, justement en canopée, donc avec des panneaux qui sont hauts à 4 mètres de hauteur. On installe également des filets para-grêle qui viennent assurer en plus cette continuité. C'est justement un système AgriPV qui permet d'apporter d'autres solutions annexes qui rendent clairement service aux agriculteurs et que de toute façon, ils auraient installé même sans système AgriPV. Oui, si on va dans le nord de l'Espagne, par exemple, il y a beaucoup de champs agricoles où des filets sont déployés déjà, notamment sur l'arboriculture. Un peu En moins chez nous. Provence aussi. Pour l'ombrage, par contre. En Provence, on en voit beaucoup pour limiter l'ombrage. Il y a cette culture de mettre des filets avec qui permet de diminuer un peu le taux d'ombrage. Et aujourd'hui, l'AgriPV vient apporter cette solution qui permet de combiner les deux tout en produisant de l'énergie solaire justement en plus.
OK. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a pas d'autres questions. On va passer à la suite. On a 7 minutes, on va dire 10, pour vous présenter du coup les appels à projets sur lesquels vous pouvez vous positionner en ce moment pour, vos projets autour de l'énergie ou de l'eau et je vais laisser du coup mes collègues des pôles reprendre la main. Oui, parfait. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc effectivement, ce qu'on souhaitait de manière rapide, c'est vous présenter quelques opportunités de financement, puisque vous avez bien compris que les économies d'eau et d'énergie, en particulier pour l'agriculture, étaient quand même une priorité des pouvoirs publics à l'échelle nationale et européenne. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des appels à projets, puisque de toute façon, vous aurez les slides, mais c'est vous donner des mots-clés et vous dire que vous pouvez ensuite nous contacter s'il y a un appel à projet qui vous intéresse en particulier. Donc, le premier, c'est Innovo, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont donc des financements mis en place par l'ADEME dans le cadre du programme France 2030. On est vraiment là sur le développement d'innovation pour la gestion, les usages et le traitement de l'eau. Donc sur gestion de la ressource, économie de la ressource et également traitement avec un axe également sur le numérique et la donnée dont on a parlé pendant les retours d'expérience également. Et donc, cet appel à projet peut aussi viser des usages en agriculture, bien sûr, avec donc la prochaine relève qui aura lieu en septembre 2024 et une clôture du programme en janvier 2025. Un deuxième appel à projet qui cette fois est lancé par l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui vise à promouvoir l'adaptation donc, au changement climatique et à encourager les économies d'eau dans l'agriculture. Donc là, on est pleine cible, hein, donc cet appel s'appelle Économie et efficience de l'eau. La partie agriculture, le montant des financements total est de 5 millions d'euros. Là, c'est vraiment accompagner les porteurs de projets dans une réflexion prospective sur des projets innovants en termes d'économie d'eau et des approches nouvelles et systémiques de la gestion de l'eau. Avec voilà, trois thématiques, comme je l'ai dit, l'agriculture, donc là, les financements sont de 5 millions d'euros, l'industrie et les collectivités, et une clôture qui commence à être un peu short au 30 août 2024. Je ne vous ai pas trouvé d'appel à projet où vous aviez beaucoup de temps pour vous positionner, donc voilà, en tout cas, ça reste encore possible. Deux autres aides, alors qui sont un peu différentes également. Un premier appel à projet du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire sur plus vraiment la transition et la souveraineté. Donc, c'est vraiment la mise en place de solutions collectives et innovantes pour élaborer des solutions systémiques. Donc là, on est un peu à une échelle plus macro. Le troisième axe va vraiment peut concerner en tout cas les usages en agriculture. Et c'est plus sur des méthodes de production, des références techniques et économiques environnementales à des fins de prospective là, qui pourront être proposées. Pardon. Donc on s'éloigne peut-être un peu plus de votre cœur de métier, mais ça nous semblait quand même intéressant de le mentionner. Et là, on a une prochaine relève. La date n'est pas encore fixée, mais ce sera sur la fin de l'année 2024. Et enfin, un quatrième appel à projet qui est vraiment plus local pour le coup, qui est un appel à projet qui est lancé par le département des Alpes de Haute-Provence sur l'économie d'eau et une innovation agricole. Donc là, on est plus sur des petits projets de pilotage de l'irrigation individuelle et des économies d'eau à la parcelle qui est vraiment destiné là plutôt voilà, aux agriculteurs, à la fois personnes physiques ou personnes morales, et sur des montants d'aide qui sont quand même beaucoup moins élevés que les appels à projets précédents, puisqu'on est sur voilà, 3 à 10 000 euros par projet. Mais pareil, là, on est pleine cible. Donc, si vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence, n'hésitez pas, ça peut toujours être intéressant.
te laisse passer à la slide suivante. Ouais, merci Julie. Juste pour terminer, donc, on voulait vous parler d'un projet européen qui s'appelle projet Boostin, qui réunit 12 partenaires de 6 régions européennes différentes et qui lance un appel à projet. Alors, on est sur des réponses qui sont quand même plus simples, mais là, vous voyez que la date limite, c'est quand même le 18 juillet. Mais en tout cas, l'idée de ce projet européen, c'est de vous proposer de la visibilité, un accès aux ressources et du réseau, en fait, sur tout ce qui concerne les innovations dans le secteur de l'eau. Donc là, c'est vraiment plus, dans le cadre de cet appel à projet, vous n'obtiendrez pas de financement, mais plus vraiment un accès au réseau avec d'autres partenaires européens. Et on souhaitait aussi voilà, aller à la fois sur l'échelle nationale et européenne. Et je passe la parole à mes collègues côté énergie, du coup. Donc, bonjour à tous, Léna Marié du pôle Derby. Donc, je vais vous présenter un peu les aides que vous pouvez avoir sur le côté énergie. Donc, à savoir qu'il y a 2 dispositifs qui sont les fonds chaleur et les C2E. Alors, j'ai oublié de mettre les C2E sur la slide, mais ça sera rajouté sur le support qui vous sera envoyé. Donc, le fonds chaleur, c'est vraiment pour vous aider à financer les études et investissements sur tous les projets en fait de production et récupération de chaleur à partir des énergies renouvelables. Donc c'est porté par l'ADEME, c'est ouvert toute l'année et c'est vraiment voilà pour vous aider dans cette optique-là. Et les certificats d'économie d'énergie sont des primes reversées à condition justement de faire une économie d'énergie. Mais sur le secteur de l'agriculture, ça peut concerner par exemple l'isolation des parois de serre ou la régulation de la ventilation des silos de céréales. Et donc, ça vous permet justement de financer le changement d'équipement ou l'amélioration de l'équipement existant. Et c'est pareil, c'est des certificats qui sont délivrés par les grands énergéticiens et c'est donc du coup ouvert toute l'année sans deadline. Donc ensuite, nous avons l'appel à projet Décarb in Plus. Donc comme son nom l'indique, c'est pour décarboner l'industrie. On est vraiment là plutôt sur des projets quand même assez conséquents. Ils doivent être compris entre 30 millions et 200 millions d'euros. Mais c'est un appel à projet voilà, qui cible des thématiques comme l'efficacité énergétique, l'électrification des procédés et l'adaptation des procédés pour l'intégration d'énergies nouvelles comme l'hydrogène ou l'électrolytique bas carbone. Et cet appel à projet, il se clôture en 2026. Il y a eu une relève cette année vers mars. Il n'y a pas encore la date de la prochaine relève, mais il y en aura courant 2024 et 2025. Je te laisse passer la slide aussi. Merci. Donc là, on est un peu plus sur des appels à projet innovation. Donc là, pour le coup, on a le contrat innovation porté par la région Occitanie, qui est là pour justement soutenir les projets d'innovation technologique dans la réalisation des premiers développements. Donc pour le coup, ça concerne tout type d'entreprise et ça peut être individuel ou collaboratif. C'est surtout qu'il faut voilà, un budget minimum de 40 000 euros pour être éligible. Et la clôture se fait au fil de l'eau, donc pareil, pas de deadline. Et qui se ressemble beaucoup. On a aussi voilà, le projet d'innovation de France 2030, aussi porté par l'Occitanie, où là, on est quand même plutôt sur une CIM PME-ETI. Mais pour des projets aussi voilà, de développement, d'innovation, pour favoriser tout ce qui est mise sur le marché de produits et services innovants. Donc, ça doit être des projets d'un budget compris entre 75 et 500 000 euros. Et pareil, les clôtures sont au fil de l'eau, donc il n'y a pas de deadline. Donc ensuite, là, on passe plutôt sur un appel à projet collaboratif qui est le e-démo régionalisé. C'est un appel à projet qui est assez connu et qui rencontre beaucoup de succès. Donc c'est dans la même idée, cette fois, c'est développer de manière expérimentale des innovations industrielles. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un projet collaboratif, donc il faut être en consortium de minimum 2 entreprises avec un partenaire de recherche académique.
Le budget est compris entre 1 et 4 millions d'euros pour une durée de 24 à 48 mois. Cet appel à projet se clôture le 31 décembre 2025, mais il y a des relèves le 24 avril, le 29 octobre et ensuite le 28 avril et 28 octobre 2025. Et donc voilà, c'est sur la région Occitanie. Merci. Et ensuite, alors c'est pas vraiment un appel à projet, c'est voilà, c'est un pass de transformation écologique qui est là pour vous aider justement, pareil, à financer en fait des travaux d'amélioration écologique. Donc les secteurs d'activité concernés, il y a aussi l'agroalimentaire et le côté industriel. Il faut voilà, que le coût total soit maximum de 10 000 euros. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche, je ne vais pas tout détailler, mais ça concerne quand même beaucoup d'améliorations écologiques, que ça soit sur le côté production, que sur le côté économie circulaire ou sobriété énergétique. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est aussi ce côté digitalisation et cybersécurité qui est pris en compte dans ce pass transformation écologique, notamment par exemple par l'acquisition d'un ERP ou d'un GPAO. Voilà. Et du coup, je passe aussi la main pour le côté européen. Oui, merci Léna. Du coup, on voulait vous parler aussi des projets européens qui sont portés par les pôles en ce moment et qui peuvent vous intéresser, soit pour vous investir dedans, soit aussi pour suivre les études qui vont sortir de ces consortiums. Donc, côté Agri Sud-Ouest, on est membre du consortium du projet Smart Green Water, donc il y a un Interreg Sudoé. Et l'objectif, du coup, c'est d'accélérer la transition numérique vers une agriculture plus résiliente. Donc, en gros, c'est d'essayer de voir les solutions numériques qui existent aujourd'hui pour mieux gérer l'eau et la ressource en eau sur les exploitations agricoles, donc pile poil dans la thématique du webinaire aussi. Il va y avoir plusieurs études qui vont sortir. Il va y avoir une première cartographie des solutions qui existent donc en région Sudoé, donc ça va être tout ce qui va être Espagne, Portugal, si je ne dis pas de bêtises, et Occitanie, etc. Et donc ensuite, il va y avoir des entretiens qui vont être menés avec les offreurs de solutions pour essayer d'identifier un peu les leviers au déploiement de ces solutions et les freins qu'ils peuvent rencontrer. Et il y aura également une troisième vague d'entretiens avec cette fois-ci des agriculteurs pour plutôt mesurer l'acceptabilité de ces solutions au sein même du monde plus terrain, on va dire. Et donc, en tant qu'adhérent du pôle, vous aurez la possibilité de participer à des visites de démonstrateurs, notamment en Espagne. Et en France, avec du coup des bourses qui vous seront attribuées sur le budget du projet pour payer les déplacements. Et vous pourrez aussi bénéficier des études réalisées et participer au groupe de travail et d'échanges qui peuvent être mis en place dans le cadre de ce projet. Et ensuite, il y a également un autre projet, donc cette fois-ci qu'on partage avec le pôle Derby également, qui est donc le projet AgriPower, qui est donc un Interreg POCTEFA. Et là, l'objectif, c'est plus autour de l'agrivoltaïsme et d'essayer de valoriser les systèmes agrivoltaïques à partir du suivi de variables agricoles et d'élevage, et également de comprendre un peu leur influence sur la production d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir 3 études qui vont être menées. Il va y avoir une première étude plus technique, donc cette fois-ci pour voir quel est l'impact de l'agrivoltaïsme sur l'agriculture en général. Il va y avoir une étude plus économique et réglementaire qui sera notamment pilotée par le pôle Derby, où là, l'objectif, ça va être de voir la rentabilité que ça peut avoir ou pas ces systèmes agrivoltaïques. Et enfin, une étude plus sociale qui est pilotée par le pôle Agri Sud-Ouest Innovation. Et là, cette fois-ci, c'est s'intéresser davantage à, pas la même manière que Smart Green Water, l'acceptabilité de ces systèmes-là par le monde agricole notamment, mais aussi tout ce qui va être les collectivités, etc., toutes les parties prenantes de ces projets. Et donc, de la même manière, vous aurez la possibilité de participer à des visites de démonstrateurs, participer au groupe de travail et à l'élaboration du coup des indicateurs qui seront choisis. Hop. Et je crois que c'est Simon derrière qui veut parler de ces projets. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Julie. Donc effectivement, côté, on va dire, pôle de l'eau, on est également partenaire de 3 projets dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc, et avec Entreprise, on est donc partenaire du projet CT, qui est un Interreg Alcotra, donc avec l'Italie. L'objectif, et on est aussi complètement dans le sujet, puisque c'est de renforcer la gouvernance transfrontalière de l'eau. Et dans le cadre du projet, il y aura des zones de stockage d'eau qui seront réalisées à partir de solutions fondées sur la nature pour répondre à un usage multiple et qui concerne donc également l'agriculture. Voilà.
On est donc 6 partenaires sur une durée de 36 mois. Et là, l'intérêt pour vous, c'est surtout de pouvoir être présent au sein du réseau et d'avoir connaissance aussi sur le plan scientifique et technique des résultats du projet. Un deuxième projet que je ne vais pas vous détailler parce qu'il est beaucoup plus gros, qui est donc Sisway Phoenix. Donc c'est un projet Horizon Europe qui vise à réaliser un démonstrateur d'une solution circulaire eau, énergie, alimentation. Donc là, le côté agricole est plus représenté sur, on va dire, on est presque plus sur de l'agroalimentaire en fait, mais c'est pour les régions qui sont confrontées à un stress hydrique sévère. Et dernier projet, donc le projet Clepsydra pour lequel Aquavalley est partenaire. Donc c'est un projet Interreg Euromed cette fois, et qui vise à surveiller et à interpréter les données hydrogéologiques sur le comportement des aquifères. Donc voilà, c'est plus sur la surveillance de la qualité des eaux souterraines en milieu agricole. Donc là aussi, on est dans le sujet. Possibilité pour vous de vous interfacer avec des acteurs européens et ce projet va aussi permettre de développer des outils de sensibilisation à destination des donneurs d'ordre du grand public et il y aura également des sessions de formation qui seront organisées. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont mises en place aussi à l'échelle européenne et qui peuvent être très concrètes et intéressantes pour vous en termes de réseau à l'échelle européenne. Et merci Simon. Et ben, du coup, on arrive à la conclusion de ce webinaire. On a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause, on va dire. Merci encore aux intervenants et aux intervenantes qui ont participé, qui ont partagé du coup leurs connaissances et leurs innovations qu'ils proposent. N'hésitez pas à les recontacter, soit directement, soit en passant par les pôles. On est là pour ça aussi. Sur les appels à projets, si vous avez des questions de la même manière, n'hésitez pas à prendre contact avec les chargés de projet des pôles. Vous avez les contacts normalement sur les slides qu'on vous enverra. Voilà, tout est à la fin. Et puis merci à vous tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Voilà. Je vous souhaite Merci. une Et puis, bonne journée. merci à toutes et à tous. Et on revient vers vous pour vous envoyer les slides et puis pour vous transmettre les informations sur le deuxième webinaire qui sera en octobre. Ouais. J'en profite juste en octobre, il y a également le salon Medagri à Avignon où sur l'espace Agora, il y aura une table ronde justement concernant l'eau et l'agriculture. Voilà, donc j'invite dans la continuité de nos webis sur la thématique de l'eau. Merci. Parfait. Sophie Fagroel, Chambre régionale d'agriculture, organisateur. Effectivement, j'avais pas j'ai pas eu ce réflexe-là. Merci Sophie. Bien. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.